Bonsoir à tous. Maurice ouvre ses frontières aux touristes vaccinés à partir du 15 juillet prochain, alors que près de 500 000 Mauriciens ont déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid, des vaccins qui ne sont pas reconnus par l'Agence européenne des médicaments. Et pour en parler ce soir, nous accueillons la docteure Catherine Go, conseillère au bureau du Premier ministre. Bonsoir Catherine Go. Bonsoir. Alors, plus de 500 000 Mauriciens ont reçu des vaccins non reconnus par l'Agence européenne des médicaments, ce qui signifie que nous ne sommes pas éligibles au passeport sanitaire qui permet de circuler dans les pays de l'Union européenne. Que se passera-t-il si des Mauriciens veulent se rendre en Europe, Catherine? Alors d'abord, première chose, le passeport sanitaire, c'est pour les Européens uniquement au sein de l'Union européenne, pour aller d'un pays européen à un autre pays. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins que nous utilisons commencent à être reconnus dans d'autres pays, tels les États-Unis, le Canada et même la Grande-Bretagne, qui par exemple en ce moment reconnaissent le Covishield. Donc on sait que ça va se faire très rapidement pour l'Union européenne et renseignements ont été pris par moi-même auprès du professeur Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin de la France, qui m'a indiqué que l'ensemble des vaccins qui sont homologués par l'OMS vont prochainement être reconnus par l'Union européenne. C'est donc une question de quelques jours ou quelques semaines. Mais les vaccins reconnus par l'OMS déjà sont Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac. Bon nombre de Mauriciens ont également reçu le vaccin Covaxin. Qu'en est-il de ces personnes? Eh bien, la reconnaissance de Covaxin me semble imminente, d'après les données que nous avons. Et je pense que les gens qui ont été vaccinés par Covaxin n'auront pas plus de problèmes que les autres. Mais là, il semblerait que Maurice a un peu fait dans la précipitation en ce qui concerne la vaccination, et surtout quand on voit ce qui s'est passé aux Seychelles, par exemple, l'immunité collective n'est qu'une utopie au final. Alors, l'immunité collective, c'est un principe selon lequel l'ensemble des personnes vaccinées vont protéger certaines personnes non vaccinées du virus. C'est-à-dire que le virus va se heurter au vaccin, il ne va pas pouvoir passer d'un individu à l'autre parce que le but d'un virus, c'est réellement d'essayer de contaminer les autres personnes. Alors, Maurice ne s'est pas précipité, d'une certaine façon, Maurice s'est précipité pour faire les vaccins. Vous savez que par rapport à tous les autres pays d'Afrique, nous sommes bien sûr le premier pays en couverture vaccinale et nous sommes bien devant de très nombreux autres pays. Nous sommes à plus de 40% de la population totale vaccinée. C'est énorme. C'est très proche de beaucoup de pays d'Europe. C'est très éloigné, malheureusement pour eux, de beaucoup de pays d'Afrique. Vous savez qu'en moyenne, à l'heure actuelle, le pourcentage de vaccinés en Afrique, c'est 1%. Alors, Maurice n'a pas dit on ouvre les frontières et puis on se fiche de tout. On a bien dit non, attention, nous sommes à une phase où nous n'avons pas encore cette immunité collective et c'est pourquoi on demande aux gens de maintenir les gestes barrières. On n'a pas dit le vaccin et puis plus de gestes barrières. Les gestes barrières protègent très bien, lorsqu'ils sont bien respectés, contre le virus. Si quelqu'un met son masque et que la deuxième personne met son masque aussi, le double masque à plus de 1 mètre de distance protège à 100%. Si vous vous sanitisez les mains régulièrement et notamment à chaque fois que vous avez pris un risque, vous avez touché un objet qui ne vous appartient pas, vous avez touché une poignée de porte, etc., vous n'avez pas de risque de vous contaminer. C'est pourquoi, en fait, le grand message que l'on délivre au peuple mauricien, c'est on sait que dans d'autres pays, quand on a commencé la vaccination, il y a des gestes barrières qui ont été relâchés et qu'on a eu une augmentation au contraire des cas. Donc il ne faut pas que ça nous arrive, il faut qu'on se serve de l'exemple qui a été donné, le mauvais exemple, le malheureux exemple qui a été donné par d'autres pays. Donc nous, on continue notre campagne vaccinale. Vous savez que nous allons avoir demain de Sputnik qui va arriver et puis nous aurons le 4 juillet également 500 autres doses de vaccins Sinopharm qui vont arriver. Donc on va rapidement arriver à des pourcentages plus importants, mais même lorsque nous atteindrons 60%, qui est un chiffre déjà très correct, et qui est le chiffre que nous avons toujours donné pour pouvoir aller plus de l'avant. Nous ne nous contenterons pas de ça et nous continuerons à vacciner car nous savons que plus il y a de gens vaccinés, meilleure est la protection. Et justement, parlons du vaccin Sputnik. Est-ce qu'ils ont été approuvés par l'OMS? Pour l'instant, Sputnik n'a pas été approuvé par l'OMS parce qu'en fait,
je vais dire, les méthodes qu'il faut utiliser pour valider un vaccin, c'est avoir un dossier, aller visiter les lieux de production, etc. Et ça n'a pas été fait encore pour Sputnik. Mais par contre, Sputnik est un vaccin dont les résultats ont été rendus avec des peer reviews, c'est-à-dire une revue de tous les scientifiques, dans de grands journaux internationaux, tels le New England Journal of Medicine, des essais de phase 3, et on voit sa très grande efficacité. C'est un vaccin à vecteur viral, un peu comme le AstraZeneca, ou alors comme le Johnson Johnson, mais il a une particularité qui donne sa très grande efficacité, c'est qu'il y a un premier adénovirus qui amène la première dose de vaccin, et contrairement par exemple à AstraZeneca, c'est un deuxième adénovirus qui amène la deuxième dose de vaccin. Donc c'est pour que les anticorps contre ces adénovirus ne limitent pas la pénétration du virus à l'intérieur du corps, et donc c'est un vaccin, un modèle très très intéressant, parce que vous savez que contrairement à ce qu'on a beaucoup raconté, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que lorsque l'on mélange les vaccins, même si l'OMS ne le reconnaît pas encore, mais il y a de nombreuses études qui le montrent, on a une efficacité très importante des vaccins. Par exemple, si vous mélangez AstraZeneca une dose avec Pfizer une autre dose, il y a des études qui sont faites et qui montrent que c'est très efficace. Alors c'est pour ça que je vous parle de précipitation des vaccins qui ne sont pas encore homologués par l'OMS. Nous, on les sert aux Mauriciens. Est-ce que ce n'est pas de la précipitation? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre l'approval en fait Alors, comme je vous l'ai dit, de l'OMS? nous avons ici un comité vaccinal et Maurice est capable, comme tous les autres pays, avec son comité vaccinal, d'étudier les données qui nous sont données par les laboratoires qui fabriquent ces vaccins. Et même si, par exemple, nous avons utilisé certains vaccins avant qu'ils ne soient reconnus, on sait que leur efficacité est bonne, on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. L'OMS, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement reconnu, mais il n'y a pas que l'OMS, il y a les études dans les différents journaux, il y a les scientifiques des autres pays, et l'OMS donne un consensus pour le monde entier. Après, ça ne nous empêche pas, nous les scientifiques, de lire les articles qui paraissent dans les différents journaux et d'être parfaitement informés. Alors, mais les articles, je veux dire, ce sont pas des bases de données précises? Ah si, ce sont des bases de données extrêmement précises. Si vous lisez un article médical, vous allez voir qu'il y a une rigueur scientifique, et pour paraître dans un journal scientifique, il y a ce qu'on appelle la peer review, ça veut dire qu'il y a des gens, des experts qui revoient l'article, qui demandent des précisions à l'auteur, qui veulent savoir les données exactes, qui ont tout le détail de ces données, et ça ne paraît pas si ça n'a pas été revu dans ces journaux. Je veux parler du British Journal of Medicine, du New England Journal of Medicine, de ce type de journaux internationalement reconnus. Et c'est extrêmement sérieux. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui retarde en fait l'OMS à approuver ces vaccins? Parce que l'OMS a son propre processus pour valider les vaccins. Je ne peux pas parler en son nom, mais lui aussi fait un travail extrêmement sérieux. Il a besoin de beaucoup de données, et il a aussi besoin de faire des visites sur les lieux de production. Il y a aussi une cargaison de Pfizer qui arrive au mois de juillet. Alors moi, est-ce qu'on connaît la date? Je ne suis pas au courant qu'il y a une cargaison de Pfizer qui arrive en juillet. Ça, c'est un bruit qui court. Mais voilà, nous avons effectivement demandé à l'OMS de nous fournir du Pfizer, si possible, dans le cadre de COVAX, parce que nous souhaitons vacciner les plus jeunes. Les jeunes adolescents et les plus vieux adolescents entre 12 ans et 18 ans, que pour l'instant, c'est le seul vaccin qui est homologué, les vaccins mRNA, même si on sait que les autres vont l'être également, mais pour l'instant, c'est le seul. Donc ça a un intérêt pour ces enfants-là. Par exemple, le variant indien touche un peu plus les enfants, et donc il faut les protéger également, même s'ils sont beaucoup moins à risque que les personnes plus âgées ou les personnes qui ont des comorbidités. Et puis, nous voulons continuer avec cette vaccination des enfants à augmenter notre taux d'immunité collective. C'est une grande bataille. Alors pourquoi cette rigueur de vouloir vacciner les plus jeunes avec un vaccin qui est déjà homologué et pas pour les adultes? Parce que, alors justement, si on revient à ces journaux scientifiques, les firmes doivent faire des essais thérapeutiques, c'est-à-dire on doit avoir dans les classes d'âge des essais qui correspondent à la classe d'âge donnée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, qu'au début, dans la publication de phase 3 d'AstraZeneca, justement dans ces journaux internationaux, il n'y avait pas suffisamment de personnes de plus de 65 ans qui avaient été incluses, et du coup on a dit « Ah, il ne faut pas donner le AstraZeneca aux moins de 65 ans ». Donc ça faisait les titres des journaux, le AstraZeneca dangereux pour les moins de 65
65 ans, etc. C'était pas du tout ça. C'était que les études n'étaient pas assez puissantes, les fameuses études dont je vous parle. C'est-à-dire, il n'y avait pas assez de gens qui étaient inclus dedans. À partir du moment où on a eu les études, on a vu que c'était très efficace chez les plus de 65 ans, qui est une catégorie à part parce que le système immunitaire, eh ben, il vieillit, il est moins performant quand on vieillit. C'est comme voilà le reste. Et donc, avant de donner du vaccin aux enfants, ben, il faut vérifier que c'est aussi anodin que chez eux que chez les adultes et que c'est aussi efficace. Et il s'avère donc que pour Pfizer, par exemple, il y a une efficacité de 100% sur la prévention des maladies graves et du décès, bien entendu. Donc, on sait que c'est très efficace, encore plus efficace que chez l'adulte. Ce n'est pas une surprise puisque les enfants ont un très bon système immunitaire, en tout cas les adolescents, pas les tout petits bébés, mais les adolescents. Et puis, on sait aussi donc qu'ils ont besoin d'être couverts. Donc, bien sûr que Maurice, comme les autres pays, les États-Unis, l'Europe, le Canada, vaccinent maintenant les 12-18 ans. Et nous, il n'y a aucune raison que l'on soit en reste. Il faut offrir cette possibilité. Il y a aussi éventuellement le fait que la vaccination chez les 12-18 ans devenant possible, certains pays peuvent demander cette vaccination obligatoire à l'entrée dans le pays. Donc, c'est important. Puis, je vous informe aussi qu'on ne s'est pas contenté de faire des essais chez les 12-18 ans. À l'heure actuelle, on ne le sait pas encore quand on n'est pas de la communauté scientifique, mais il y a des essais également de 6 mois à 12 ans, donc, dont on n'a pas encore les résultats. On a des résultats préliminaires, on sait que ça marche et que c'est pas dangereux, mais donc ces essais-là sont en cours et dans quelques mois, probablement, vous allez me réinterroger, je vais vous dire oui, on peut vacciner les petits bébés, les petits enfants. Parlant de l'AstraZeneca, justement, donc le Covishield, est-ce que Maurice, on a enregistré des cas où les vaccinés ont été malades, mais sévèrement malades, après avoir reçu l'AstraZeneca, ben, donc merci de me le poser la question, ça va me permettre de faire disparaître un certain nombre de fake news que l'on a entendues. On a eu des réactions habituelles au vaccin, des douleurs aussi d'injection, des douleurs dans les muscles, les articulations, mais nous n'avons eu aucun cas sévère. Il y a une dame qui a eu ce qui a été baptisé choc anaphylactique. En fait, c'était probablement un malaise vagal et pas un choc anaphylactique. C'était rien du tout. Ça a duré 1 minute et demie, donc c'est pas vraiment les critères du choc anaphylactique. Bon, il y a eu une crainte qui a été faite. Elle a été gardée en observation. Ça s'est parfaitement bien passé. Elle-même, d'ailleurs, ne pense pas avoir eu un choc anaphylactique. Et puis, il y a eu des suspicions chez 2 personnes qui ont fait alors une dame qui a fait une mort subite, mais elle a eu une autopsie et on sait que voilà, c'était un infarctus en fait, ça n'avait rien à voir, son heure était arrivée. Et un autre monsieur chez lequel qu'on a trouvé inanimé dans sa chambre, enfin chez lui en tout cas, je crois que c'était 48 heures après le vaccin. Mais en fait, bon voilà, c'est un monsieur qui avait beaucoup de pathologies, qui était un injecteur de drogue. Garçon? Oui, un jeune homme, mais bon, c'était probablement autre chose, une overdose ou quelque chose dans ce genre. Et après, effectivement, il y avait des choses de coagulation, mais c'était secondaire au fait qu'il était resté par terre longtemps. Et donc, non, ce n'est pas du tout un Donc, effet secondaire. Pas Nous, on n'en a pas eu. Ça ne veut pas décès. dire qu'il n'y en a pas, hein, attention. Hein. On sait que ça peut donner un peu plus que normalement, enfin, pas plus que normalement pour les localisations habituelles, mais pour certaines, ce qu'on appelle le sinus veineux à l'intérieur du cerveau, oui, ça peut donner exceptionnellement ces anomalies qui surviennent progressivement. C'est pourquoi on a donc mis dans les 5 hôpitaux régionaux des immunoglobulines qui sont le traitement d'urgence de cette pathologie. Donc si les gens commencent à avoir un peu flou, s'ils ont des troubles de l'élocution, s'il y a voilà, ils se sentent un peu mal à la tête, etc., il faut aller aux urgences des hôpitaux si on a eu ce vaccin. Donc, on peut stopper l'effet. Mais ce vaccin n'est pas le seul. C'est ça que je voudrais vous dire aussi, parce que dans la population, on a l'impression que c'est le AstraZeneca. Non, le Johnson & Johnson fait pareil, le Pfizer fait pareil, le Moderna fait pareil. Tous les médicaments, tous les vaccins ont des effets secondaires. Simplement, le bénéfice des vaccins pour une maladie mortelle quand même, et qui peut être mortelle effectivement plutôt quand on est âgé, quand on a des comorbidités, quand on est obèse aussi, et même les très jeunes obèses peuvent avoir des Covid graves, et qui peuvent arriver exceptionnellement par hasard chez des gens jeunes, on ne sait jamais lesquels, exactement comme la grippe qui tue chaque année des gens jeunes au hasard qui sont en pleine santé. Donc, quand on voit le million de vies, les millions de vies sauvées par rapport aux quelques cas d'effets secondaires, on se dit que le bénéfice, il est énorme par rapport au risque. Et puis, il y a aussi la notion de devoir envers soi-même, envers sa famille, notamment les personnes âgées de sa famille,
puis envers son pays. Et quand on est un soignant, de devoir envers ses patients. On ne veut pas être le soignant qui va contaminer le patient et qui risque de le tuer. Voyez. Et nous accueillons les touristes donc à partir du 15 juillet prochain. Quel protocole a été mis en place pour ceux qui sont trouvés positifs à la Covid-19? Alors d'abord, je voudrais vous dire que ça n'est pas impossible, mais ça va être très difficile de trouver des touristes positifs. On peut en avoir et on a tout prévu au cas où. Hein. Alors en fait, l'idée, c'est de créer une super bulle d'immunité collective. C'est-à-dire que nous n'allons accepter dans les resorts que les touristes vaccinés par 2 doses de vaccin depuis au moins 14 jours pour la deuxième dose, parce que c'est là où on a l'immunité maximale. Ou alors le Johnson Johnson, qui est un vaccin qui se fait en une seule dose, depuis plus de 28 jours. Parce que là aussi, c'est là où il y a l'immunité maximale. Donc déjà, ces gens sont parfaitement immunisés. Quand on est vacciné, on diminue à peu près de 80% le risque d'attraper la Covid. Donc ça ne veut pas dire zéro, mais ça veut dire beaucoup de diminution. Et puis on diminue également beaucoup le fait de pouvoir contaminer quelqu'un si on est positif. Par exemple, si on est porteur du virus, on a été infecté, les vaccinés en général n'ont aucun symptôme. Ça peut arriver qu'ils en aient, mais la grande majorité n'a aucun symptôme, ne sait pas, sauf si on fait des tests PCR, que la personne qu'il est positif en fait. Eh bien, il y a eu beaucoup d'études dans ces fameux journaux dont je vous parle, qui montrent que la diminution à autrui, et notamment aux membres de sa famille, puisque quand on est dans son espace familial, on met pas de masque, on embrasse ses enfants, son mari, bon, c'est normal, on dort dans le même lit, enfin voilà, on est très très proches, donc ce sont les gens les plus à risque d'être contaminés. Eh bien, ces contaminations diminuent, selon les articles, entre 50 et 80%, ce qui est énorme. Donc déjà, avec des gens vaccinés, on réduit considérablement cela. Ensuite, on leur demande de continuer à avoir tous les gestes barrières dans l'avion, à l'arrivée, et également tant qu'on ne sait pas le résultat du premier test PCR. Tous les staffs qui sont dans les hôtels sont vaccinés. Eux aussi, 2 doses depuis plus de 14 jours. Et on a demandé aux familles de ces staffs, puisqu'ils vont rentrer chez eux, d'être vaccinés également. Donc vous voyez que c'est une grande précaution qui a été prise. Ensuite, on va continuer à leur demander à ces touristes, alors bien sûr, les personnels hôteliers vont garder les masques, vont se sanitiser les mains, tout pareil, exactement, comme s'ils n'étaient pas vaccinés. Et les touristes, eux, on va leur demander, dans certains lieux, les couloirs de l'hôtel, la réception, etc., de porter le masque. Alors effectivement, quand ils seront en plein air et un peu seuls à la plage, en train de faire, je sais pas moi, du ski nautique ou je ne sais quoi, on va leur demander, ils n'auront pas de masque, bien évidemment, mais on va leur demander, quand ils vont arriver au restaurant, d'arriver avec leur masque, de se sanitiser les mains quand ils seront assis pour enlever leur masque. Vous voyez, donc ce n'est pas tout d'un coup on lâche tout et puis on oublie les gestes barrières, c'est une double précaution. Nous vaccinons, et enfin nous ne prenons que des personnes vaccinées, que ce soit les clients ou les hôteliers, et nous poursuivons les gestes barrières, sauf dans certaines situations particulières. Mais du point de vue du tourisme, ça change tout, ça permet aux hôtels de redémarrer, ça permet à des gens qui aiment bien venir en resort, je crois qu'il y a 20%, enfin je ne suis pas spécialiste, mais il y a au moins 20% de gens qui, quand ils viennent à Maurice, restent en resort tout le temps, ne mettent pas un pied dehors et restent, même en temps habituel, dans les hôtels. Bon, ça permet de récupérer un certain nombre de gens, et les Européens, les Réunionnais par exemple, aspirent beaucoup à venir à Maurice parce qu'ils en ont plus qu'assez d'être confinés. Vous savez, il y a beaucoup de déprimes en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, qui sont les grands marchés des touristes qui viennent chez nous. Donc, à la fois, on assure quand même au maximum, mais on ne peut pas dire 100%, une sécurité, et en même temps, on permet à l'économie de repartir. Il y a beaucoup de familles mauriciennes qui dépendent beaucoup de cela. Donc, c'est important également. Alors, si jamais un touriste est testé positif, puisqu'il est testé régulièrement, il va aller en centre de soins, comme le protocole l'exige, et sa famille sera placée donc au moins 7 jours, puisque le vaccin diminue la durée de l'incubation, au moins 7 jours dans une chambre à part, en quarantaine. Donc Voilà. il ira à l'INT. Dans un centre de soins, ça n'est pas forcément INT. Vous savez, à INT, nous avons essentiellement les personnes qui ont des risques de se décompenser, parce que ça peut aller assez vite dans cette maladie. Donc, nous avons des personnes âgées, nous avons des personnes qui ont des fortes comorbidités ou des choses comme ça. Et puis, la personne qui va bien et le touriste vacciné, il va aller bien, il va plutôt dans un hôtel, centre de soins, où c'est plus agréable pour lui, il a sa propre Ça chambre. peut arriver qu'il tombe malade même s'il est vacciné. Alors,
C'est très peu probable, mais vous savez, en médecine, tout peut arriver. Donc, effectivement, ça peut arriver. Mais plus ça va, plus on relate des histoires de gens extrêmement âgés, qui ont entre 90 et 100 ans, qui ont la Covid, qui parfois ont besoin d'un tout petit peu d'oxygène, et qui ensuite vont très bien. Donc maintenant, on a des personnes de plus de 90 ans qui passent le cap de la Covid, ce qu'on voyait pas du tout avant, parce qu'ils sont vaccinés. Donc on peut jamais dire zéro en médecine, on peut dire diminution considérable. Alors, vous allez nous confirmer cela, le variant Delta est présent, par exemple, à La Réunion. Alors, est-ce que les Réunionnais pourront venir chez nous à partir du 15 prochain? Alors oui, le variant Delta, et c'est une grosse préoccupation mondiale. C'est un variant qui est dit indien parce il a été découvert en Inde. En fait, il a plusieurs variantes et il y a un des variants du variant indien qui est beaucoup plus contaminante. Mais ce n'est pas un virus qui semble donner, d'après tout ce qu'on a comme données à l'heure actuelle, des formes plus graves. Je vous disais tout à l'heure qu'il a tendance à infecter plus les enfants. Ça a l'air d'être une donnée qui commence à s'asseoir vraiment. Et c'est un variant, et c'est très important de le dire, qui est sensible au vaccin. Et ça change tout dans notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que si nous allons, oui, nous allons probablement accueillir des touristes réunionnais à partir du 15 juillet, pas des touristes sud-africains, parce que vous savez qu'il y a une énorme poussée d'épidémie en Afrique du Sud, une troisième vague, mais je vous rappelle, ces touristes seront vaccinés, et ils viendront dans des hôtels où le personnel sera vacciné. Donc le variant indien, pour l'instant, est assez peu présent à La Réunion. Il l'est, mais c'est vraiment bon voilà, des petites quantités. C'était surtout le variant sud-africain qui était très présent à La Réunion. Bon, maintenant, l'émotion autour du variant sud-africain a pas mal retombé. Donc il est banalisé, tout comme le variant anglais qui, lui aussi, lorsqu'on l'a découvert, était quelque chose de dramatique. Là, bon, le variant indien, bah, c'est celui qui fait la une, hein, c'est le plus moderne. Bon, il faut quand même savoir que sa durée d'incubation, elle est identique à celle des autres variants. Plus contagieux, oui, mais pas plus méchant. Donc, si on prend les mesures nécessaires pour ne pas se contaminer, c'est toujours les mêmes. Je vous répète, hein, les mesures barrières, si on les respecte parfaitement, le risque de contamination est nul. Et dans l'épidémie actuelle que nous avons, on le vérifie. Quand dans des entreprises, on sait par des caméras ou des choses comme ça, et par en recueillant la parole des employés, que les masques sont parfaitement mis, que les fenêtres sont ouvertes, que les gens, quand ils mangent, prennent de la distance, au moins 2 mètres, etc., parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le masque, on trouve un contaminé et on n'en trouve pas deux. Par contre, dans les entreprises où ça n'est pas respecté, où les gens oublient, et c'est un peu tout le monde, hein, qui oublie, c'est pas forcément, bon, on se dit, oh non, ça va pas m'arriver à moi, puis je suis vacciné, par exemple, on se dit ça. Ben, ça, ce sont les erreurs à ne pas commettre. Et donc, dans ces hôtels, avec les touristes réunionnais ou les autres touristes, bah, on a pris le maximum de précautions. Bon, on peut jamais dire jamais, mais vous savez bien, tous les pays rouvrent, l'économie souffre, il faut le faire. On n'est plus Covid-free, Covid-safe à l'heure actuelle. Bon, l'épidémie semble relativement bien contrôlée. On a très peu de cas dans la communauté. Enfin, on a un petit bruit de fond, on va dire, en ce moment. Donc voilà, si par malheur on avait un touriste ou 2 touristes positifs, ce serait pas un drame. Et si un touriste, justement, il arrive avec le variant Delta, est-ce qu'on pourra assez rapidement le détecter? Alors oui, parce que nous avons maintenant, nous avons depuis longtemps, depuis bien avant ces histoires de variants Delta et tout ça, nous avons fait des séquençages des virus. On est un des pays qui a le plus séquencé au monde, à toute petite île Maurice. Eh bien, je crois qu'elle est 5e ou 6e sur l'ensemble des pays du monde dans la fréquence du séquençage. Donc on a rapidement su que c'était important de séquencer les virus pour savoir ce à quoi on s'attendait dans notre épidémie. Et c'est ainsi que l'ensemble des virus des personnes qui sont venues en janvier, février et les mois avant de l'étranger ont été séquencés. Et c'est comme ça qu'on a su, avec l'épidémie locale aussi, que nous avions notre virus B1 138-20B et que nous n'avions pas dans la communauté de variants indiens, de variants anglais, de variants sud-africains. On en a eu dans les quarantaines, mais ils n'ont pas passé la barrière des quarantaines. Donc oui, alors depuis on s'est équipé avec 2 séquenceurs, un gros séquenceur et un petit séquenceur qui sont capables, avec des variables différentes en fonction des deux, mais enfin de nous faire des séquençages exactement comme en Angleterre, en Afrique du Sud ou à La Réunion, nous avons envoyé nos virus pour être séquencés précédemment. Alors sur ce point-là, on est très bon, on est très fort. Alors, il y a une question qui me vient là maintenant. Le patient zéro de la deuxième vague, est-ce qu'on a pu l'identifier? Non, on n'a pas identifié le patient zéro avec les séquençages. En tout cas, on l'a pas trouvé parmi les personnes qui
été en quarantaine. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas Donc c'est toujours d'explication pas. réelle. Non, c'est toujours pas. On ne retrouve pas toujours les patients zéro. Hein. C'est pas. On fait des arbres phylogéniques, c'est-à-dire des espèces d'arbres généalogiques pour les virus. On a fait ça pour tous les virus que nous avons séquencés. Et on n'a pas retrouvé de personnes dans une quarantaine, en tout cas, à l'origine de cette épidémie. Depuis le 21 juin dernier, soit le jour de l'entrée en vigueur du COVID-19 Restriction of Access to Specified Institutions Regulations 2021, le nombre de vaccinations par jour a augmenté pour atteindre les 16 000. N'est-ce pas là une façon déguisée de rendre la vaccination obligatoire ? Alors justement, ça a été beaucoup réfléchi. Il y a des pays qui ont rendu la vaccination obligatoire pour les soignants, par exemple l'Italie. À Maurice, le gouvernement a souhaité laisser le choix, malgré tout, aux personnes, en n'obligeant pas les gens à se vacciner. Mais par contre, quand ils sont à des postes stratégiques, comme dans l'éducation, c'est quand même nos enfants qui doivent être protégés. Puis c'est très important de leur permettre de poursuivre leur éducation correctement, parce que les cours à distance, bon, d'accord, c'est bien, mais ça ne remplace pas la maîtresse ou les professeurs et l'ambiance avec les camarades et tout ça. Donc c'est très important que les enfants puissent aller à l'école. Et puis quant aux soignants, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le soignant ne doit pas être la personne qui est celle qui amène la mort à son patient. Et moi, par exemple, tous les ans, je me suis toujours... je travaille avec des immunodéprimés, des gens qui avaient des maladies hématologiques, des maladies infectieuses. Je me suis toujours vaccinée contre la grippe, et même jeune. Donc, c'était pas pour moi, je risquais pas grand-chose. C'était surtout pour ne pas contaminer mes patients. Moi, personnellement, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un devoir de le faire. Donc après, il faut respecter les croyances de chacun, voilà. Donc le gouvernement n'a pas rendu la vaccination obligatoire. Par contre, elle a rendu le fait de prévenir une infection à quelqu'un de vulnérable, un enfant, un patient, en demandant de faire des tests PCR. Et elle a donné la possibilité pour les gens qui ont une vraie contre-indication, parce qu'il y en a qui peuvent pas se faire vacciner, essentiellement des gens qui ont fait des allergies graves. Donc je profite de cette émission pour dire, parce qu'on me demande toujours, moi je suis allergique aux poissons, moi aux antibiotiques, moi à la piqûre de guêpe, etc. Donc j'en profite pour dire aux téléspectateurs là que ce n'est pas l'allergène à quoi on est allergique qui compte, c'est la réaction que l'on a fait lorsque on a été en contact avec cet allergène. Si on a fait un choc très grave, qu'on a chuté sa tension, qu'on a dû aller en réanimation, ça s'appelle le choc anaphylactique, ou si on a eu la gorge qui a gonflé, la langue qui a épaissi, qu'on a étouffé, et que ça a été constaté, là, on a une contre-indication. Mais si on a fait des petits boutons sur la peau, si on a eu les lèvres qui ont picoté, si on a eu de la diarrhée ou des vomissements, ça ne contre-indique pas du tout le vaccin. Donc, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire. Ce n'est pas une façon déguisée de faire les choses. C'est au contraire de dire clairement, écoutez, nous, on veut protéger les malades et les enfants. On veut que les enfants puissent poursuivre l'école et on veut que les patients ne meurent pas parce qu'ils ont ce qu'on appelle une transmission nosocomiale, c'est-à-dire par un soignant du virus. Donc, vaccinez-vous. Si vous ne pouvez pas vous vacciner, si vous avez une contre-indication, allez voir le comité de contre-indication vaccinale. Vous serez vu par des médecins compétents et en fonction de les preuves que vous allez amener de ce qui vous est arrivé, parce que quand vous avez un choc anaphylactique ou un édème de Quinn, vous êtes hospitalisé. Vous avez une trace médicale, ou expliquez-nous ce qui vous est arrivé, ou alors, si vous n'avez pas de contre-indication et que vous voulez pas vous vacciner, on le respecte. Vous savez, aux États-Unis, en Angleterre, il y a des gens qui ont été mis à la porte, des soignants qui ont été mis à la porte, licenciés, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Ce n'est pas l'attitude mauricienne, c'est de dire, bon, ok, on respecte ce que vous voulez faire, mais dans ces conditions, assumez votre choix et donc faites des tests PCR régulièrement pour ne pas contaminer vos patients ou les enfants dont vous vous occupez. Mmh. Alors, on va parler de l'exercice de contact tracing. Nos confrères de la Sentinelle ont écrit dans leur colonne que 200 employés sont en quarantaine et 200 autres en auto-isolement. Est-ce que c'était nécessaire d'isoler tout ce beau monde ? Alors, ce beau monde, comme vous dites, qui est de l'aussi beau monde que tous les autres personnes dont nous nous occupons en contact tracing, il a été estimé le risque qu'ils avaient par des professionnels dont c'est le métier. Donc, le contact tracing, plus on connaît une spécialité, plus on sait que c'est compliqué et que c'est subtil.
Quand on dit, voilà, je vois le contact tracing, on prend des gens et puis on les met en quarantaine. Non, c'est un interrogatoire qui dure 10 minutes, un quart d'heure. On pose des questions très précises aux gens. En l'occurrence, là, on va leur demander s'ils sont vaccinés, depuis combien de temps. On va leur demander quel était le type de contact qu'ils avaient eu avec les personnes. Est-ce que c'était sans masque, avec un masque, à quelle distance, combien de temps, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une rencontre, voilà, il y a des tas de critères. Et ensuite, avec ces critères, on estime le risque qu'a la personne. Soit le risque est élevé. Et alors, ces personnes vont aller en quarantaine si le risque est extrêmement élevé et si elles ne sont pas vaccinées. À l'heure actuelle, depuis très peu de temps, nous avons pu changer les protocoles. Et donc, des gens qui sont vaccinés 2 doses depuis toujours la même histoire que je vous raconte depuis le début. Ces personnes-là, si elles n'ont pas un risque trop important, elles peuvent rester en auto-isolement à domicile. Donc effectivement, les gens de la Sentinelle, comme toutes les autres personnes auxquelles on fait du contact tracing, sont triés, on va dire, selon des critères extrêmement précis qui répondent à des critères internationaux que tout le monde fait quand on sait faire du contact tracing. Et Maurice a toujours été très bon dans le contact tracing, et même avant l'épidémie de Covid. Il y a un savoir-faire ici qui est bien installé parce qu'il y avait encore la dengue, le paludisme, etc. Et donc, en fonction de ces critères-là, les gens vont soit effectivement en quarantaine dans un hôtel, soit ils restent en auto-isolement chez eux. Mais c'est fait scientifiquement. Alors, C'est pas au petit hasard. Ce n'est pas pour vous contredire, mais il y a une des journalistes qui a aussi écrit qu'elle a été contactée par l'équipe de contact tracing pour aller en quarantaine alors qu'elle était en télétravail depuis 2 mois. Et la personne au téléphone lui a fait comprendre qu'elle avait reçu des instructions quant à sa mise en quarantaine. Alors je vous pose la question parce que tout le monde en parle. Est-ce que c'est par mesquinerie ou par incompétence qu'ils ont été tous placés en quarantaine? Alors, je vais vous répondre, je demande à voir. Je suis certaine que si l'histoire est ainsi, que voilà, ça fait 2 mois, qu'elle n'a vu personne, absolument personne, et qu'elle n'a pas eu de facteur de risque, elle n'aurait pas été en quarantaine. Donc là, je répondrai que étudions ce cas et puis on en reparlera. Alors sur cette dernière question, je vous dis merci, Dr Catherine Gaud, d'avoir accepté d'être notre invitée ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.